Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. C'est la reprise, c'est septembre, le 2 septembre, même si j'aurais préféré qu'on soit plutôt le 33 août. Enfin bon. En tout cas, le temps, c'est un temps d'octobre. Dehors, on est le 15 octobre, c'est clair, il fait froid, il pleut, enfin bon. On est bien à Paris, on est bien de retour. Il est tout bronzé. Oui, moi je suis tout bronzé, alors vous inquiétez pas, ça va pas rester bien longtemps, me connaissant. Ouais. Mais j'ai bien travaillé pour, il suffit d'aller au soleil à 9h du mat, c'est pas bien compliqué non plus, et d'être au bon endroit aussi, parce que pour ceux qui peut-être étaient en Bretagne, c'est plus compliqué, je peux comprendre. Enfin voilà, j'ai bien profité, j'ai passé des très bonnes vacances, et je reviens très en forme pour vous, et pour l'Institut des Libertés, et aussi pour l'Université de l'Épargne, on n'oublie pas. Donc tout d'abord, je voudrais parler de cette question un petit peu épineuse et polémique, qui est la question boomer finalement. La question boomer parce que il y a quelques jours, François Bayrou a créé un tollé aux 20h de TF1. Il a expliqué que l'on faisait exploser actuellement une dette qui sera payée par les plus jeunes pour le confort des boomers. Ça fait jamais 40 ans qu'on dit ça. Oui, voilà. Ça fait... c'est une idée nouvelle. Oui, c'est pas une idée bien nouvelle. Il a réitéré ce fait-là le lendemain, disant que les boomers devaient être les premiers à souhaiter que l'on baisse la dette pour que ce ne soit pas aux plus jeunes de la payer, précisant que lui-même faisait partie de cette génération-là. Et alors, ces deux déclarations ont créé une réaction assez négative, que ce soit dans la classe politique ou journalistique. Pascal Praud a fait un édito pour défendre les boomers. Il a dit « Laissez les boomers tranquilles », en citant René Girard sur le fameux bouc émissaire. Dans cet édito, il dit d'ailleurs « Les boomers, les vrais... » Vous me dites pas quand même qu'il a lu René Girard. Je ne dirais pas qu'il l'a lu, je sais pas. Enfin, il l'a cité, c'est bien. Il l'a cité en tout cas. Parce que j'arrive pas à croire qu'il l'ait lu. Et dans cet édito, il dit d'ailleurs, et c'était assez révélateur de ce qui se passe sur ce débat, il dit les boomers, les vrais, je les connais, c'est la génération de mes parents. Et là, déjà, j'ai vu qu'il y avait un premier obstacle sur le traitement de cette question, c'est que il y a une confusion entre le terme boomer et en fait on va dire les retraités ou les vieux de manière générale. C'est-à-dire que en l'occurrence, les parents de Pascal Praud, ils sont nés en 1935. Donc ils ne font pas partie de la génération des baby boomers. Ils font partie des générations creuses. Tout à fait, c'est la génération avant les baby boomers. D'ailleurs, vous appartenez à la fin de cette génération-là. Mes grands-parents aussi. Moi, je suis de 43, donc le redressement du taux de croissance, du taux de fertilité des femmes en France, ça a été 42. Donc, si je devais, je serais dans les tout premiers boomers. Et ça a commencé, alors que la France était dans une situation impossible, etc., avec les allocations familiales données par Pétain, qui a été une création de... Vous savez, on donnait de l'argent pour les enfants, c'était une création de Pétain, c'est vrai. Et ça a été supprimé quasiment par qui ? Enfin, quasiment, oui, par Hollande. Et c'est depuis, la fertilité s'est écroulée. Donc, je crois qu'il y avait... Les allocations familiales, pendant très longtemps, c'était ce que les femmes touchaient pour rester à la maison, littéralement. C'était presque comme un salaire. Bon, ils les avaient réduites au travers du temps, etc. Mais enfin, les gens disaient ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance sur le revenu du ménage et tout. Peut-être que ça en avait. Ouais. Ne serait-ce qu'une reconnaissance sociale, d'abord de l'argent à elle. Ouais. Qu'elle était pas sans doute d'une espèce de reconnaissance sociale, qu'elle était là, qu'elle avait fait des enfants, qu'elle les élevait, que c'était très bien. Donc je sais pas, mais enfin, ça a commencé en 42-43, donc quand la France était vraiment au 36e dessous. Quoi. Oui, effectivement, il y a eu un premier baby boom à partir de 42. D'ailleurs, ma grand-mère est née en 42. Et ensuite, en fait, évidemment, la question des... Ça a commencé vraiment en 45. Voilà, et la question des générations, de toute manière, c'est pas un phénomène absolument rigide. On ne peut pas dire tel jour vous êtes un boomer, le lendemain vous ne l'êtes plus, ou la veille vous ne l'étiez plus. Mais quand j'étais à Amiens et que j'étais enfant, donc je faisais partie de cette génération, j'étais un peu devant, d'accord, mais et c'était amusant parce que ma mère avait eu 5 enfants. Et elle était considérée comme quasiment stérile, quoi, parce que des femmes qui avaient eu 10, 12, 15 enfants, il y en avait partout. Une équipe de foot. Tout le monde avait 9, 10 enfants, quoi. C'était extraordinaire. Donc, aujourd'hui, 4 enfants, on considère déjà que c'est volontaire. C'est du lapinage, quoi. Ouais. C'est effrayant. Donc il faut se rendre compte que ma génération, en tout cas, a été élevée dans un monde où il y avait des fratries partout. Tout à fait. Ça grouillait d'enfants.
Effectivement, oui, c'était un énorme différentiel par rapport aux générations d'avant. Oui. Et donc, comment dire, on va essayer de délimiter un peu cette génération. De manière générale, on considère que c'est entre 1945 et 1965. Ouais. D'autres disent que c'est plutôt entre 43 et 63. Enfin bon, Ça on fait voit, son plus haut, je crois que le taux de fertilité des femmes a dû faire son plus haut en 62. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ça, Ouais. 502 autour de, je sais pas comment, de 7 ou de 8. C'était... Ouais. Ouais, et d'ailleurs, 20 ans plus tard, un poil plus de 20 ans plus tard, vers entre 80 et 85, je crois que c'est là qu'on observe le plus gros ratio d'actifs par rapport au nombre de retraités. Donc, voilà, il y a pas de, voilà, forcément, 20 ans plus tard, ils se mettent à travailler. Parce qu'il faut savoir quelque chose avec la démographie, c'est qu'un enfant qui n'est pas né dans une année, il ne sera pas là pendant... Ah bah oui, il ne sera jamais là. Il ne sera jamais là. Donc, si vous voulez, c'est à peu près la seule chose qui vous permette de faire des projections à long terme. Oui, tout à fait. Il y aura combien, quand vous avez des enfants qui sont nés, il y aura combien d'enfants qui arriveront en classe dans 4 ans, puis ensuite à l'université, puis ensuite... Ça, on le sait, c'est très facile de le savoir. Ça va, et c'est marrant parce qu'on ne le prend jamais en compte. Oui, tout à fait. Alors que, tout le monde, comment dire, ce genre de chiffres est très facilement observable. D'ailleurs, dans cette émission... Il y a l'Institut National, il y a ce brave Sauvi, Bien qui sûr, était un de mes grands hommes, qui avait créé l'Institut National de la démographie, qui avait écrit un livre en 58-60 disant qu'il allait y avoir une révolution dans les universités en 68, en disant parce qu'il avait fait le calcul qu'il n'y avait pas assez de place, quoi. Tout à fait. Donc cette génération qui précède les boomers, c'est ce qu'on appelle la génération silencieuse. Celle-là, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale sans y participer. Pour les plus vieux d'entre eux, ils ont participé à la guerre d'Indochine, mais surtout à la guerre d'Algérie. C'est la génération qui a contribué à reconstruire la France à la fin des années 40 et dans les années 50. Elle a voté De Gaulle sans trop poser de questions, et elle n'a pas eu de revendications particulières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la génération silencieuse. C'est qu'en fait, elle s'est levée, elle a bossé, elle n'a pas forcément posé trop de questions, et puis ensuite, elle s'en est allée, ou du moins, elle commence à le faire. Et les boomers, c'est assez différent. Donc généralement, comme j'ai dit, c'est la génération, on considère que ça commence en 1945, on peut dire que ça commence en 42-43, et qui se termine entre 1960 et 1965, selon une acception assez large. Et le terme, d'ailleurs, d'un point de vue journalistique, apparaît en 1963 pour désigner le phénomène de remplissage des universités. Donc 1963, ça arrive 18 ans après 1945, et donc c'est là que les gens s'inscrivent à l'université. Les boomers ont donc 18 ans à ce moment-là. Ce qui me fait rigoler, c'est que je dis toujours quand j'étais gamin, il y avait des magasins prénatals partout. Vous savez, il y avait des trucs de bottes pour les femmes qui étaient enceintes, quoi. Il y en avait partout. Et maintenant, il n'y a plus de magasins prénatal, il a complètement disparu. Ouais. Et par contre, vous avez des magasins pour les gens qui n'entendent pas bien. Vous savez, vous avez des Audica, oui, tout à fait. Donc vous voyez très bien. Des magasins de lunettes, voilà. Puis des trucs dans les pharmacies pour rouler dans sa voiture. Et tout à fait. Il y a aussi le phénomène des mini-salles de sport avec des tapis de course ou des vélos elliptiques. Ça, c'est surtout pour les mamans qui ont 40, 50 ans et qui veulent se maintenir en forme aussi. Ça, on voit qu'il y a ce genre de phénomène. Et donc, c'est aussi la génération, les baby-boomers, évidemment, qui a fait mai 68, qui est entrée sur le marché du travail entre 1965 et 1985, globalement. Et donc, c'est la génération qui, dès 1974, était majoritairement mitterrandiste. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut voir tout à fait dans les sondages de l'époque. En 1974, apparemment, ils ont voté... La génération silencieuse votait assez peu pour Mitterrand. Oui, tout à fait. Parce qu'elle l'avait vu pendant la guerre, c'était pas terrible. Tout à fait. Les boomers, eux, ont voté globalement... pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Ouais, ils ont voté majoritairement 3 fois pour Mitterrand, en 74, en 81 et en 88. On peut voir ça sur les sondages de l'époque. C'était déjà 58% pour Mitterrand en 74, et c'était la seule génération à cette époque-là à voter majoritairement Mitterrand. Donc voilà, tout d'abord, je voudrais faire un petit disclaimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de cette génération qui nous regardent et qui certainement vont se sentir visés et qui vont dire derrière dans les commentaires que je suis Ce sont des commentaires statistiques. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas voté Mitterrand, vous avez fait partie des 42% qui étaient intelligents et qui n'ont pas été pris pour des imbéciles, mais il y en a 58% de votre génération
qui étaient bêtes à manger du foin. Voilà, tout à fait. Donc 42%, c'est beaucoup, mais c'est pas majoritaire. Donc là, je parle de grandes tendances, je parle de phénomènes généraux, voilà. Donc c'est pas parce que l'on évoque un phénomène de société que cela vous vise personnellement. J'imagine que beaucoup de boomers, donc parmi vous, nous regardent. Ils sont pas forcément tous problématiques, loin de là d'ailleurs. Cette génération nous a aussi donné plein de gens très inventifs, travailleurs, généreux, etc. Sans doute vous en faites partie. Cela n'invalide pas cependant une tendance générale. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'aurais certainement beaucoup de choses à redire sur ma génération, les zoomers. Pourtant, j'en fais partie, mais je suis capable d'extraire mon individualité pour observer des tendances générales. Si je dis que les hommes sont plus grands que les femmes, c'est une vérité générale. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont plus grands que toutes les femmes. Il y a des millions et des millions de femmes qui sont plus grandes que des millions d'hommes. Il faut se méfier quand vous faites des trucs comme ça, parce que dans un dîner en ville, vous dites par exemple, les Allemands n'ont plus d'enfants, et vous avez toujours quelqu'un qui vous dit, mais c'est pas vrai du tout, ma meilleure copine, elle en a 8. Oui. Et de dire, non, mais ta meilleure copine, d'accord, elle en a 8, c'est vachement bien, mais de façon statistique, bien sûr, le taux de fertilité des femmes en Allemagne est tombé à 1,2, 1,3, ce qui est absolument... Absolument, voilà. Il y a des règles de distribution. Ça ne veut pas dire que les queues de distribution n'existent pas. Et pourtant, les queues de distribution notent le phénomène de manière générale. Voilà. Donc, on fait des généralités parce qu'on est un peu obligé, pour raisonner, de faire des généralités. Donc, voilà. Donc, pourquoi on s'en prend d'un seul coup aux boomers? Vous voyez peut-être certainement le slogan Nicolas qui paye ou autre. C'est la génération aussi à qui il est arrivé quelque chose dont on parle assez peu, ouais. C'est la génération de la pilule. Oui, c'est-à-dire que c'est la génération où c'est la femme qui a décidé d'habiter dans le temps, si vous voulez. On s'envoyait en l'air, puis il y en avait un qui arrivait. Ouais. Bon, c'était un peu triste, on était un peu merdant, mais enfin, on était content de l'avoir quand même. J'ai jamais connu personne qui se plaignait d'avoir eu trop d'enfants. Mais c'est le moment où la décision d'avoir un enfant est devenue une décision qui était prise exclusivement par la femme. Et ça a été un bouleversement absolument sociologique dont on n'a pas encore compris toutes les conséquences. Bien sûr. Et à la suite aussi, il y a eu loi IVG en 75. C'était une autre façon de dire aux femmes, c'est vous qui décidez combien... On pensait qu'elle voulait en avoir 2 ou 3, et on s'est rendu compte qu'elle voulait en avoir 0. Ouais. Ce qui était un peu une surprise pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Et donc vous voyez certainement les slogans Nicolas qui paye ou autre, vous vous demandez pourquoi d'un seul coup même le Premier ministre s'en prend à cette génération. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous stigmatiser ou quoi que ce soit, ou de vouloir enterrer les boomers, de vouloir tuer les vieux, pas du tout. Le but c'est... Quoique, si on écoute Attali dans les années... Oui, mais maintenant qu'il est vieux... Maintenant qu'il est vieux, il disait qu'il fallait tuer les gens à partir... Ou alors peut-être faut tuer les autres vieux, mais pas lui, j'en sais rien. En fait, moi je trouve que quand on propose une solution, il faut être le premier à la mettre en place. Oui, sans doute. Donc, si vous voulez, j'ai toujours regretté qu'Attali n'applique pas l'euthanasie à lui-même, puisqu'il en était gros partisan qu'en 81, il a écrit des livres en disant qu'il fallait que... Oui, puisqu'on ne servait plus à rien, on était plus productif. Donc cet animal pense que si on est plus productif, il faut nous tuer. Mais... il y a des tas de gens qui ne sont pas productifs de façon mesurable et qui sont indispensables à la société. Quoi. Oui, et puis il y a des gens qui font rien, et puis il y a Attali qui, lui, a eu un impact carrément négatif. C'est-à-dire il n'y a pas une connerie qu'il n'a pas faite, qu'il n'a pas dite. Oui, c'est-à-dire en fait, on aurait dû littéralement le payer à rien faire, ça aurait été moins nocif que le payer pour ce qu'il a fait. Enfin bref. Et donc le but, c'est d'expliquer un petit peu ce qui se passe avec cette génération, et en fait, globalement avec le système de retraite. Et surtout, n'ayant pas eu d'enfants... Oui. Et on peut se dire, ils ont mauvaise grâce à se plaindre si un système par répartition ne fonctionne plus. Oui. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de contradiction. Si je ne fais pas d'enfants et je veux une retraite, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quoi. Ouais, moi, par exemple, j'ai une retraite, mais petite. Mais ma principale retraite, c'est mes 4 enfants. Quoi. S'il m'arrive quelque chose, il y en a bien un qui me recueillera chez lui. Quoi. Mais c'est logique, 4 c'est toujours comme ça. 4 actifs pour un retraité, le système de répartion tient très bien. Oui, pour 2 retraités, vous avez raison. Ma femme a eu quelque chose à voir avec 4 enfants. C'est pas faux, vous avez pas tort. C'est vrai. Et puis eux-mêmes, vos enfants ont eux-mêmes été assez productifs aussi en la matière. Donc voilà. Donc le tout premier graphique que je voudrais montrer à l'image, c'est le niveau de vie des retraités
par rapport au niveau de vie des actifs. Donc évidemment, encore une fois, il s'agit de moyenne. Donc si vous avez l'impression que vous êtes en dessous, vous êtes juste, vous faites partie du phénomène, mais vous n'êtes pas directement à la moyenne. Il y en a certainement qui nous regardent qui sont largement au-dessus de la moyenne aussi. En tout cas, je l'espère pour eux. Hein. Et donc on voit sur ce graphique que à partir de 1996, en gros, le niveau de vie moyen des retraités, en prenant en compte pas seulement la perception de la retraite, évidemment, mais en prenant en compte le patrimoine de manière générale, donc ça compte aussi l'immobilier, les valeurs mobilières, etc., est supérieur au niveau de vie des actifs. Et c'est une infographie qui vient du Parisien, qui en fait a comme source l'INSEE et le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Et on voit d'ailleurs que ce niveau de vie des retraités en fait est déjà sur la pente basse, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie des actifs va baisser au fil des prochaines années. Et on voit très bien sur ce graphique que c'est en gros les baby-boomers qui ont le plus bénéficié d'un surplus de niveau de vie par rapport à celui des actifs. Alors est-ce que c'est normal d'un point de vue philosophique ? C'est normal d'un point de vue statistique, ouais. Puisque le niveau de vie des gens, la ligne bleue au-dessus de 0, c'est très dépendant du nombre d'enfants que vous avez. Si vous avez des enfants, votre niveau de vie est plus bas. Ouais. Donc, ces gens-là ont eu un niveau de vie plus élevé. Ouais. D'abord parce qu'ils avaient des retraites qui étaient bonnes, et parce qu'ils touchaient les retraites qui étaient payées par les anciens qui avaient eu plein d'enfants, et aussi parce qu'eux n'avaient pas d'enfants. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est une charge en moins. C'est une charge en moins. On calcule qu'un enfant... Entre 30 et 50 ans, en gros, ça fait un différentiel énorme. Énorme. Et donc oui, en quelque sorte, là, ils ont bouffé leur pain blanc, quoi. Ouais. Ouais. Et quand on étudiait l'Allemagne, par exemple, il y a quelques années, je disais aux gens, ils ont des excédents des comptes courants. Vous savez, ça veut dire une balance commerciale excédentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent tous, ils ont assez peu de vieux parce qu'ils avaient tous été tués, et ils ont assez peu de jeunes parce qu'ils ne font pas d'enfants. Donc évidemment, mais si vous projetez ça dans le futur, le fait qu'ils n'aient pas d'enfants veut dire que leur niveau de vie va s'écrouler. On arrive dans ce moment-là maintenant. Donc je veux dire, ces calculs sont intéressants, mais ce sont des calculs qui sont en quelque sorte des photos. Il faut mettre le film qui a la démographie d'avant et d'après pour si vous voulez comprendre quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, ça a été une génération parfaitement égoïste. Oui, absolument. Je bénéficie du travail de mes parents et je ne fais pas de morpion. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Globalement, évidemment, encore une fois, il y a des millions d'exceptions. Mais ce qui s'est passé avec mai 68 et ce qui se passe aujourd'hui, une fois qu'ils sont à la retraite, est très révélateur. C'est-à-dire qu'en 68, globalement, il s'agissait d'emmerder les parents. Hein, voilà, on envoyait se faire voir les vieux. Il est interdit d'interdire. Ouais. Ça. Et puis maintenant, la même génération nous interdit tout. Oui. Oui, absolument. En 68, tous ces vieux, c'est des vieux cons. Sous les pavés, la plage. Voilà, il faut écouter la jeunesse, etc. Et aujourd'hui, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire que c'est un peu le triomphe des vieux. Maintenant qu'ils sont... numérairement, c'est une génération extrêmement puissante. Et donc, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont à la retraite, ils sont aussi toujours au pouvoir. Quelque part, ils l'ont un peu toujours été, finalement, depuis 1981. Oui, c'est eux qui ont fait la balance à chaque fois. Oui, tout à fait. Et donc, là, je sais ce que les boomers vont me dire, mais cet argent, on le mérite, on a cotisé. Tout à fait, c'est vrai. Oui. C'est faux. Oui. Parce que c'est-à-dire, s'ils avaient cotisé dans une retraite par capitalisation... Oui. Il n'y aurait aucun problème. Mais là, ils ont cotisé, pas pour eux, ils ont cotisé pour ceux qui avaient travaillé, leurs parents. Donc, c'est pour payer ça. Tout à fait. Donc, ils n'ont droit qu'à, en quelque sorte, une partie... ce que je veux dire par là, c'est vous prenez votre graphique qui est très intéressant, là, et qui est pas mal fait. Vous voyez maintenant que les travailleurs, dans le futur, ils vont avoir un niveau de vie beaucoup plus bas. Et que les autres vont continuer à avoir un niveau de vie élevé. Aujourd'hui, les retraites, je crois que ça fait 14% du PIB. Oui, tout à fait. Si le PIB baisse, ce qui ne me semble pas impossible en France compte tenu des imbécilités dont on a discuté ce matin avec Emmanuel, le PIB baisse. Est-ce qu'ils vont toucher 14% du PIB ou vont toucher un montant fixe qui serait à ce moment-là 16% du PIB, et puis 17%, 18%. Donc, si le PIB baisse,
il va se passer un phénomène fascinant, c'est que plus ces gars-là prétendront maintenir leur niveau de vie, plus les gars en dessous, ils se diront, mais je vais aller bosser en Angleterre ou en Asie parce que mon niveau de vie sera 3 fois supérieur. C'est-à-dire qu'ils vont s'en aller. Vous avez aujourd'hui, ce qui me sidère, c'est toute la génération des enfants de ces boomers parmi mes amis. Ils sont tous à Londres. Il y a pour ainsi dire aucun qui est en France. Ça veut dire que les enfants des boomers, suivant leurs parents, sont tout à fait égoïstes et décident que je ne vois pas pourquoi je devrais payer la retraite de mes parents et avoir un niveau de vie de merde, alors que si je vais, je sais pas, à Hong Kong, mon niveau de vie sera 3 fois supérieur. Je pourrais capitaliser. Et je pourrais capitaliser. Donc, si vous voulez, cette ligne-là que vous voyez qui est plus basse, qui est en dessous de la ligne au-dessus, ça n'est pas possible. Ouais. Ça va entraîner une immigration considérable. Oui, bien sûr. C'est pas possible autrement. Et donc, on est en train de payer les vieux pour que les jeunes s'en aillent. Ouais. Oui, bien sûr. C'est bizarre. C'est une captation de richesse par génération. Ouais. Ils ont décidé que... c'est comme le chien d'Emmanuel. À 2h moins le quart, il a décidé une fois pour toutes qu'il fallait que je le promène. Et à 2h moins le quart, il est en train de me regarder dans mon fauteuil et il me dit, alors on y va. J'y vais parce que je suis d'une nature faible. Mais c'est la même chose. Ouais. Ils y ont droit. Oui. Mais non, tu n'y as pas droit. Ouais. Oui, effectivement, c'est-à-dire que t'as pas fait d'enfant. Ils ont cotisé, mais pour une génération qui était beaucoup moins nombreuse, et donc ils ont bénéficié d'un système qui pour eux était très bien fait, mais qui pour nous est absolument ignoble. Et d'ailleurs, il faut préciser aux gens, parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas comment fonctionne le système de retraite par répartition. La différence entre un système de retraite par répartition et par capitalisation, c'est que par capitalisation, on cotise, en quelque sorte, on capitalise, en fait, pour soi. Donc vous avez un portefeuille qui vous appartient. Voilà, et vous le retrouvez 40 ans plus tard, quand vous êtes à la retraite. Ou le plus tard possible, si vous êtes en forme. Et ça vous permet, si c'est par capitalisation, ce qu'on ne dit jamais, d'investir dans des structures démographiques différentes. Absolument, puisque c'est mondial. On peut investir sur l'or, on peut investir sur les États-Unis, sur l'Inde. Donc vous investissez en Inde, ils ont une bonne structure démographique, ils pourront vous payer votre retraite. Mais là, on investit dans un système par répartition, on investit dans la structure démographique du moment, et les droits soi-disant acquis ont été faits sur la démographie de 40 ans avant. Ouais. C'est idiot. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, quand on cotise aujourd'hui, en fait, on cotise pour les retraités actuels. Et ensuite, on espère, une fois que l'on sera retraité, que les jeunes, en tout cas les travailleurs, pas que les jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des travailleurs de plus de 50 ans, hein, mais on peut dire que 50 ans, c'est très jeune. Non, moins. Et oui, absolument. Et on doit espérer que ces travailleurs-là, eh bien, mais on espère qu'il y en aura le nombre. Qu'il y en aura le nombre et qu'ils seront assez productifs pour le faire. Enfin, voilà. Évidemment. Donc bref, pour reparler un peu du rapport actif pour retraité, en 1970, il y avait 3,8 actifs pour un retraité. Oui. Donc le système par répartition pouvait continuer de fonctionner tant qu'on avait une forte natalité, qu'on pouvait garder ce genre de ratio. Au-dessus de 3, globalement, le système fonctionne bien. Et donc c'est comme si, à l'époque, on vous avait mis avec presque 3 autres personnes pour assurer les vieux jours d'un seul retraité de l'époque. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été prédit par Michel Rocard, même un peu tôt, et par Alfred Sauvy. Aujourd'hui, ce système fait que nous avons 1,7 actifs pour un seul retraité. Donc imaginez le poids que ça représente pour quelqu'un qui travaille. Alors c'est intéressant, 3,4 pour 1,7, etc. C'est que ça suit à peu près le taux de fertilité des femmes, mais avec 40 ans d'écart. Bah oui. C'est assez logique, ouais. C'est assez logique. Parce qu'en fait, à 40 ans plus tard, on arrive à la moyenne des actifs. En fait, entre 20 et 60 ans, en gros. Donc 1,7, c'est à peu près le taux de fertilité des femmes aujourd'hui en France. Ça colle plus. Tout à fait. Et donc, sur le graphique numéro 2 qui vous est projeté, vous voyez le rapport en fait entre les cotisants et les pensionnés. Donc, vous avez 2 lignes bleues. La ligne du haut, c'est les cotisants, avec l'effectif en milliers qu'on voit sur l'échelle de gauche. Pareil pour les pensionnés. On voit que c'est 2 chiffres qui augmentent. Et ensuite, vous avez la ligne rouge qui est en fait le rapport entre les deux, donc le rapport démographique. Et vous voyez l'échelle de ce rapport sur l'échelle de droite. Et donc, ça s'arrête en 2012.
2012, donc il est un peu daté. Mais enfin, on voit qu'en 2012, du coup, on était à 2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, on est à 1,7. Ça ne fait que baisser. On arrivera à 1,6, 1,5. Et donc, vous voyez que en fait, ce rapport démographique, il montre que, en gros, quand on est au-dessus de 3,5 qui plus est, là, le système de répartition surtout est quand la extrêmement ligne fort. rouge monte. Et surtout quand elle monte, bah là c'est le rêve absolu. Mais on va dire tant qu'elle reste au-dessus de 3, ce système peut se maintenir. Aujourd'hui, clairement, il est largement daté. Et ça amène naturellement un taux de rendement du système de retraite qui baisse au fil du temps. Et ça, c'est le graphique numéro 3. Donc avec cette figure qui montre en fait le taux de rendement interne pour un salarié type non cadre du secteur privé avec une carrière complète. Et on voit que en fait, si vous étiez né en 1940, le rendement de votre système de retraite, il était de presque 2,5% par an. Donc c'est un peu l'équivalent d'un livret A presque. Voire, ça doit être en termes réels, non ? Oui, ça c'est en termes réels, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il est en dessous de 0,5, donc il est plus de 5 fois inférieur. Voilà, mais c'est ça, mais l'allure où ça baisse, si vous voulez, on va passer en dessous de 0. Oui, bien sûr. Bien sûr. Simplement, on perdra de l'argent, on aura cotisé plus que ce qu'on percevra. J'entends bien, mais c'est déjà le cas. Oui, 12 ans après, c'est quasiment déjà le cas. Ouais. Donc, c'est un système intéressant, mais qui suppose une stabilité du taux de fertilité des femmes qui n'a pas eu lieu. Oui, absolument. Tout simplement. Si ça restait à 2, on pouvait s'en sortir. Ouais. Et encore, vaut mieux 2,2, quelque chose comme 2, ça, oui, parce pour que avoir un peu de marge. Un peu de marge, puis il y a à peu près 10% des garçons, vous savez, c'est pour ça se voit dans le taux de natalité aussi, il y a entre 5 et 10% des garçons qui, entre 0 et 30 ans, se tuent. Quoi. Les garçons se tuent comme des lapins parce qu'ils montent à des arbres, ils font les cons, enfin, c'est pas, en voiture, etc. Et puis, aujourd'hui, c'est assez marginal, mais il y a aussi le phénomène de mortalité infantile. Voilà. C'est rare, mais ça arrive encore. Les garçons sont des petites bêtes fragiles. Oui, effectivement. On le dira jamais assez. On fait un peu les idiots, donc oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut, pas très malin, il faut presque être plus protecteur vers les garçons que vers les filles, parce que peut-être ils font un peu moins gaffe. Enfin bref, donc ce taux de rendement, il a 2 variables en fait qui peuvent s'additionner. C'est le taux de croissance du PIB divisé par le nombre d'actifs et d'autre part le taux de croissance du nombre d'actifs par retraité. Si je peux me permettre, le taux de croissance du PIB du secteur privé. Parce que le secteur public, lui, il fonctionne par les impôts. C'est vrai. Alors, donc c'est du secteur privé. Et le taux de croissance du secteur privé en France aujourd'hui, il doit être aux alentours de 0 ou de moins 0,5. Ouais. Donc, si vous voulez, on est déjà dans une situation... Oui, là, les 2 variables, de toute façon, il y en a une qui est à peu près à 0 et l'autre qui est carrément négative, en l'occurrence le taux de croissance du nombre d'actifs par retraité. Donc, de toute manière, forcément, c'est pour ça qu'on a un taux de rendement du système de retraite qui baisse, qui n'est pas prêt de s'inverser. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand vous regardez ça, vous ne pouvez rien y faire. Ouais. Ce qui m'étonne dans tout ça, si vous voulez, c'est que vous mettez ça devant un politicien, on l'avait mis devant Rocard. Bien sûr. Et il vous dit, oui, il faut faire quelque chose et tout. Et ça fait 40 ans qu'on nous emmerde avec la retraite. Les Suédois ont vu ça, ils ont dit, ça colle pas les gars. Et en 92, ils ont décidé de passer un système par capitalisation. Ils ont créé ce qu'on appelle... Ils avaient une énorme retraite par répartition qui s'appelait le AP-Fonden. Ils ont fait 6 ou 7 AP-Fonden différents dans lesquels chaque salarié peut mettre son pognon. Et il y en a qui sont agressifs, d'autres qui sont défensifs. Enfin, un petit peu comme une banque, quoi. Et il n'y a aucun problème de retraite en Suède. Mm-hmm. Aucun, parce que comme ils ont mis beaucoup d'argent dans les sociétés marchent très bien. Il n'y a pas de taux de chômage. Et est-ce que ce serait possible, parce que de toute façon on va vers un crack du système de retraite. Enfin, il est déjà pas du tout financé, il est financé. Il est là, le crack. Voilà, il est financé par la dette. Et d'ailleurs, en fait, depuis 2017, on s'est endetté de plus de 1000 milliards. Oui. Et le tiers de l'endettement, c'est la dette. C'est payer là. Même il paraît que c'est presque la moitié. De l'ordre de 45%. Donc, je veux dire, forcément, d'ailleurs, même ce serait simplement le tiers, ce serait déjà énorme. Mais apparemment, c'est de l'ordre de 45% de la dette qui a été contractée depuis 2017 qui est due au système de retraite. Donc, c'est absolument énormissime. Donc, le système est déjà largement défaillant et ça fait un petit moment que ça l'est. Est-ce qu'on peut faire en France ce qui a été fait en Suède en 92 ?
C'est-à-dire qu'on pourrait essayer de faire en France, je réfléchissais un peu, je ne sais pas du tout, il faudrait que je fasse des études un peu plus complexes et tout. Mais il me semble que ce qu'on peut faire, c'est si vous avez un type qui a 40 ans, vous pouvez lui dire, écoutez, vous avez, dans le système de répartition, compte tenu de ces contraintes, voilà ce que vous allez avoir dans 20 ans. Donc vous aurez une retraite en baisse, on vous explique. Mais par contre, si vous voulez vous faire un système par capitalisation personnelle, vous pouvez vous faire une épargne qui sera non taxée. C'est-à-dire dire aux gens, je vous ouvre, vous pouvez épargner dans votre fonds d'épargne, là, vous serez non taxé et vous essaierez d'arriver à la retraite. L'idée, c'est que vous arriviez à la retraite que vous auriez eue si le système avait fonctionné. Donc, ouvrir en quelque sorte aux gens qui ont 40 ans une espèce de crédit d'impôt sur une épargne, et à ce moment-là, ils pourraient abonder à cette épargne sans qu'il y ait aucun impôt, et on pourrait dire, pour faire un peu comme Pinet, et leur dire, pour les exciter, vous pourrez aussi laisser cette épargne à vos enfants sans impôt, sans droit d'héritage. À ce moment-là, je crois que les gens épargneraient et ça irait beaucoup mieux, quoi. Donc je crois qu'il y a des moyens, mais pour ça, il faut un peu de courage politique, quoi. Ouais. Et il faut sortir du truc. La retraite est un problème dont l'État va s'occuper, en disant on n'y arrive pas. Maintenant, ça va être à vous de vous en occuper personnellement. Oui. À ce moment-là, ça marcherait. Oui. Mais en même temps, si vous voulez, c'est aller vers la subsidiarité, c'est-à-dire aller vers le bas et non pas vers le haut, comme on le fait toujours en France. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que fassent à ce moment-là les gens comme M. Mélenchon, etc. Ils disparaîtront du système en 3 minutes parce que tout le monde dira ils racontent que des conneries. Tandis que là, M. Mélenchon, il dit non, on pourrait mettre la retraite à 50 ans si on taxait les riches. Les riches, il y a longtemps qu'ils sont plus là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai parcouru un petit peu donc, le livre blanc de Michel Rocard sur les retraites, donc, qui date de 91. Et alors, c'est assez amusant parce qu'il est totalement conscient du rapport démographique qui va être tout à fait défavorable par rapport au système de retraite par répartition, mais à la fois, il refuse, il a vraiment des énormes œillères, il refuse par principe, sans vraiment l'expliquer de manière rationnelle, il refuse par principe de passer à une retraite par capitalisation. C'est quand même très français, ça. Enfin, en tout cas, du point de vue des politiciens français. Ils veulent vraiment pas en entendre parler. Parce que ça permettrait aux gens d'être indépendants. Et donc, si vous voulez... Vous savez, c'est tous les jours l'histoire que je raconte. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire de l'immobilier et tout. Et il y a eu des grandes discussions qui sont passées, en particulier dans le Nord, pour savoir, vous savez, les destructions avaient lieu, en disant, quel genre d'immobilier on fait. Et tout le monde a dit, il faut faire des maisons individuelles, des petites... Et les politiciens socialistes ont dit, il n'en est pas question, parce que dans les maisons individuelles, les gens votent à droite. Et donc, je crois ce que disait Rocard, c'est si on leur fait un système par répartition, ces cons-là, ils vont se mettre à voter à droite. Ouais. Ils aiment bien faire venir aussi les jeunes des campagnes dans les villes pour leur tordre l'esprit. Ça, c'est fini, ça, si vous voulez. Il y avait, je crois que le nombre de paysans en France... il y en avait 2 millions il y a 20 ans, je crois qu'il en reste 600 000, un truc comme ça. Ouais. Donc il n'y a plus de paysans à faire venir, quoi, c'est fini. Dans le coup des paysans, alors ils ont essayé, dans leur mentalité, ils ont remplacé les paysans par les immigrés. Ouais, aussi, oui, il y a de ça. Et donc on va faire venir des immigrés qui vont faire plein d'enfants. Oui, mais si les 2 tiers de ces immigrés ne travaillent pas, ça ne va pas vraiment aider, quoi. Oui. Et si les enfants de ces immigrés ne travaillent pas des masses. Donc le vrai problème, c'est que ce n'est pas la même population et qu'il n'y a pas d'homogénéité. Donc le vrai problème, c'est que il ne faut pas oublier que le but de la gauche, c'est que les gens soient pauvres de façon à ce qu'ils aient besoin des gens de gauche. Oui. Et que leur politique, c'est quand même toujours d'appauvrir les gens, quoi. Ouais, de les maintenir au crochet de l'État. De les maintenir au crochet de l'État. Le rêve du politicien de gauche, c'est d'être le gars qui distribue les tickets de rationnement, quoi. C'est toujours la même histoire. Donc on le voit parfaitement sur ce coup-là, parce que tout le monde le savait. Tout à fait. Et ce corneau de Mitterrand, qui le savait mieux que Picon, il a mis la retraite à 60 ans quand il est arrivé au pouvoir en 81. Oui, ce qui était en 61... C'était en 83 83, il a mis en 83, donc en 83, c'était à peu près le moment où c'était au plus haut. Ouais. C'est-à-dire c'était le truc c'est ça, on se dit démagogique, on se dit Le Pen est démagogique. On se dit mais cette retraite ça marche super bien, on est en 83, il y en a plein. Et alors qu'on sait, la ligne rouge est déjà devant vous, la connaissez. Absolument. Donc vous voyez l'abomination d'un homme comme Mitterrand qui fait une saloperie considérable. Pour des raisons électorales à court terme, en sachant qu'il faut le payer à long terme. C'est ce que j'appelle vraiment une ordure.
Ouais, tout à fait. On pourrait ajouter à ça éventuellement les 35 heures, même si je suis pas un fétichiste des ça, 35 les heures. 35 heures, on peut regarder, c'était en quoi? C'était en 98? C'était en 98, absolument. Ben, regardons 98, oui, ben, on était en train de passer en dessous de 2,5. Oui, on venait de passer... En dessous de 2,5, c'était au moment où ça devenait dangereux. Ouais, effectivement. Tout à fait. Enfin voilà. Et il y a une autre grosse différence, il y en a plusieurs, entre la génération des baby-boomers et les générations suivantes, c'est la capacité de s'élever par le travail. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifiait en fait s'élever par le travail? C'est que c'était l'ascenseur social. Voilà, c'était l'ascenseur social. Aujourd'hui, d'après l'économiste Maxime Sbailly, il faut 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie. C'est quand même gigantesque. Attendez, 72 divisé par 80, ça fait donc une hausse de votre niveau de vie, grosso modo, de 0,7 ou 0,8% par an. Quoi. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ce qui est absolument... Mais pourquoi? Parce que ces espèces de politiques imbéciles qui ont suivi font passer le taux de croissance du pays de 3 ou 4% où il était à 1%. Mmh. Et donc, automatiquement, si vous voulez, ben, ça se répercute sur tout le monde. Ouais. Donc, on retrouve encore une fois le poids de l'État dans l'économie tue l'ascenseur social. Ouais. Et donc, ces cotisations, ces différences de cotisations, qu'est-ce que ça signifiait pour votre fiche de paye et pour la nôtre? C'est qu'en 1970, le taux de cotisation il était d'environ 12-13% pour un salarié non cadre et 16% pour un salarié cadre. En 90, c'était 22% pour un non cadre et 26% pour un cadre. Aujourd'hui, c'est 28% pour un non cadre et à 32% pour un cadre au-dessus du plafond de rémunération de 47 000 €. Ça veut dire que si vous êtes un cadre, et on vous dit, ben écoutez, vous n'aurez pas votre retraite, mais ces 32%, vous pouvez les consacrer à partir de maintenant à vous faire un portefeuille. Ouais. Mais comme il paye ces 32% pour les gars qui sont à la retraite. Ouais. Donc on lui dit, ben on va rediminuer la retraite et on va vous faire... on va vous piquer 16%, mais il faut à un moment ou à un autre faire revenir l'initiative individuelle dans le système, sinon on est foutu. Oui, absolument. Et évidemment, ce taux de cotisation est tellement élevé, en plus du taux d'impôt, tout ce qui s'ensuit, que bah, en fait, avec ce qui reste, on peut légèrement capitaliser. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le font, mais c'est largement... Ils se mettent en obligation d'État, c'est quand même... Oui, en plus de ça, on se met en obligation d'État parce qu'on n'a pas la culture financière en France. Non, on n'a pas de se mettre en air liquide, ils se mettent en obligation d'État. Donc automatiquement, en plus, ils vont avoir épargné et ils vont rien toucher non plus sur leur épargne, ni sur leur retraite, ni sur leur épargne. Ils vont se mettre en assurance vie fonds euro, on va tout leur piquer quand l'État fera faillite sur sa dette. Enfin bref, là-dessus, effectivement, il y a la culture financière qui joue aussi. Et là où les Américains, les Allemands, ils ont leur eToro, leur Trade Republic ou leur je ne sais quoi, des courtiers sur leur téléphone ou sur leur ordinateur et qui consultent régulièrement. Il y a beaucoup moins cette culture en France. On essaye de l'instiller avec avec l'Université de l'épargne autant que possible. Mais surtout, on dit aux gens, écoutez, soyons raisonnables. Vous dites, l'État doit s'occuper des retraites. Bon. Est-ce que vous pouvez me dire, allez, tous les auditeurs là, est-ce que vous pouvez me dire un truc dont l'État s'est occupé depuis 40 ans et qui a fonctionné? La réponse est non. Depuis Mitterrand, jamais. Avant avec, on peut dire le nucléaire, le TGV, il y avait des trucs. Oui, tout à fait. Non, jamais. Donc, vous dites à quelqu'un qui a prouvé sa totale incompétence de s'occuper de quelque chose. Ça s'appelle de la schizophrénie. Vous voulez quelque chose et son contraire à la fois. C'est-à-dire que vous voulez une retraite et que vous voulez l'État s'en occupe. La réalité, c'est où vous aurez une retraite, ou l'État s'en occupera. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ou vous la ferez vous-même, ou vous n'aurez rien. Ouais. Quand on revoit vos chiffres, c'est évident. Mm. Oui, tout à fait. Et on voit que l'incidence de ces cotisations, de ces impôts assez élevés, cotisations salariales, etc., c'est ce graphique numéro 4. Alors, il peut être un peu difficile à lire au premier abord, mais en fait, il n'est pas très compliqué. Vous avez 5 lignes. Une ligne qui représente en fait des distributions de salaire par rapport au SMIC. Donc vous avez la première ligne noire en verticale, c'est 1 SMIC. La deuxième ligne noire verticale, c'est 1,6 SMIC. Voilà. Donc aujourd'hui, un SMIC, c'est, je sais plus, 1300 €, quelque chose comme ça, 1200 quelque chose. Je sais plus exactement. Mais enfin bref. Et cette distribution de salaire, on voit que
En 1994, la ligne, elle est assez lisse, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une surconcentration aux alentours de 1,1, 1,2 SMIC, mais ensuite, on voit qu'elle est au-dessus des autres courbes. Cela signifie que, en fait, dans la population, il était plus facilement c'était plus facilement accessible de gagner 2 SMIC, 2,5 SMIC, 3 SMIC par rapport à ce que ça l'est aujourd'hui. En fait, on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a une surconcentration progressive entre 1 SMIC et 1,6 SMIC. Et donc, tout ce qu'il y a au-dessus de 1,6 SMIC est de moins en moins accessible aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Et ça, évidemment, c'est le résultat de toutes ces cotisations. Et c'est le résultat d'un système complètement imbécile qui est progressif. C'est-à-dire que vous avez un gars, moi je connais des gars en Avignon, là, un charpentier local. Bon, il a embauché son beau-frère. Il le paye le SMIC, je crois, 1600, 1800, plus trop. Il a voulu augmenter son beau-frère de 300 €, je sais pas quoi. Et finalement, le beau-frère, les charges que le beau-frère devait payer, bouffaient les 3/4 de les 300 €. Bien sûr. Donc, on a monté un système où si vous travaillez mieux, si vous êtes pénalisé. Donc, tous nos systèmes sociaux depuis des lustres favorisent l'échec. C'est-à-dire, si vous échouez, si vous devez divorcer, si vous laissez votre femme elle a des aides, si vous êtes au chômage, vous avez des aides. Donc, tous nos systèmes sociaux favorisent l'échec. À la place d'aider à la réussite, ils favorisent l'échec. Et après ça, on regarde ça, on dit, c'est marrant, il y a plein d'échecs. Mais si vous payez les gens pour qu'ils échouent, et bien évidemment, si vous payez plus les gens qui échouent, évidemment qu'il va y en avoir plus. Mais c'est effrayant. C'est exactement ça, cette infographie, elle montre en fait que c'est très difficile d'accéder à un salaire au-delà d'un certain point. Parce que on vous pique. Voilà, exactement. Pour payer les autres. Voilà, on veut augmenter un smicard de 100 €, encore c'est faisable, mais quelqu'un qui gagne 1,3, 1,4 SMIC, on veut l'augmenter de 100 €, donc il va falloir payer 500. Et donc là, c'est juste en fait le taux marginal à ce moment-là de cotisation, il est stratosphérique en fait. Et normalement, si vous voulez, si on était dans un pays normal, cette courbe que vous montrez, vous voyez, c'est une espèce de courbe comme ça, avec une très longue queue à droite. Ouais. C'est-à-dire que, bon, normalement, dans un pays normal, comme Hong Kong, la courbe, c'est un chapeau de gendarme, c'est au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas la queue gauche est longue, la queue de droite est longue, mais en même temps, tout le monde est au milieu. Tandis que là, vous avez la maximité de personnes et finalement, personne à gauche, personne à droite. Pourquoi? Parce que le gouvernement taxe tout ce qui est dans les... taxe ou subventionne les deux. Voilà, exactement. Vous ne pouvez pas travailler en dessous, vous ne pouvez pas travailler au-dessus. C'est-à-dire, on arrive au truc de tous égaux, tous charbonniers. Quoi. Et donc, ça décourage littéralement le travail parce qu'on pourrait, du coup, dans un système libéral, espérer gagner beaucoup mieux. Le système libéral, ce serait une courbe en cloche comme ça. Oui, absolument. Tandis que là, on a un système, vous voyez, un système communiste. Et on voit en plus de ça que cette cloche qui se rapproche du coup largement du SMIC, cette cloche ne fait que augmenter au fil des années. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un système communiste. Que vous travaillez ou pas, vous avez la même chose. Et c'est un phénomène de smicardisation des travailleurs. C'est-à-dire alors à chaque fois, on se félicite d'augmenter le SMIC à même hauteur que l'inflation, d'accord, c'est très bien. Sauf que si ça fait de plus en plus de smicards, ça veut dire que la moyenne des salaires, elle, n'augmente pas forcément en suivant l'inflation, alors qu'en fait, elle devrait même la dépasser largement. Et tous les gars qui sont vraiment bons, qui devraient être à droite et tout, je peux vous dire, ils sont aujourd'hui à New York, si vous voulez gagner, si vous voulez gagner 4 SMIC, effectivement, vous allez galérer en France, alors qu'ailleurs, vous allez y arriver beaucoup plus vite. Surtout si vous êtes compétent. Donc, on a bâti un système qui non seulement favorise l'échec, ce qui est déjà une connerie, mais en plus pénalise ceux qui sont les meilleurs, qui sont bons. Il faut avoir fait l'ENA, non? Ah oui, il faut vraiment avoir fait l'ENA pour faire ça. Pour comprendre un truc comme ça, non? Oui, c'est clair. Donc si vous dites ça, mais 50 ans de gouvernement comme ça, ce qu'il y a d'étonnant, il y a un truc qui me surprend, c'est que c'est pas encore sauté.
La France devait Ouais. vraiment être un pays riche, hein, Ouais. Oui, bien sûr, pour que bien ça n'ait sûr. pas encore sauté, parce Bien que sûr. un tel niveau de conneries, Bien sûr, c'est le genre d'erreur, enfin même de faute grave économique qu'on pardonnerait bon, pas à énormément d'autres pays, hein. Et bah, la France, historiquement, on a une bonne réputation économique et on a énormément d'atouts. Et donc, quelque part, on nous le pardonne temporairement, mais mais encore une depuis fois, vous longtemps. revenez à ce que j'ai dit souvent, vous prenez ce graphique-là qui est passionnant, le vôtre, là, l'histoire de... Ce qui se passe, c'est que on n'a plus d'usines en France. Pourquoi? Parce que les vrais ingénieurs, ils seraient quelque part ici, mais ils ne peuvent pas. Donc toutes les usines ont été faites en dehors de France, qui sont pleines d'ingénieurs français. Et ensuite, ils reviennent passer la vrac en France. C'est-à-dire qu'on vient à un pays de bronze-cul, où il n'y a que des types qui foutent rien, et des touristes. Bien sûr, les meilleurs ingénieurs de France, soit ils ont vraiment un patriotisme exceptionnel et ils acceptent de travailler en France, et encore, soit ils terminent en fait dans la finance. Parce que, Où ils peuvent faire une finance, où ils vont bosser Où chez ils Air vont- Liquide, Voilà. et ils vont bosser en Inde ou je sais pas où. Voilà, il y en a plein qui vont aux États-Unis, ils gagnent 10 fois plus, enfin, c'est stratosphérique. Et encore, ils peuvent espérer gagner encore plus 10 ans plus tard. Enfin bref, alors qu'en France, on stagne toute sa vie. Enfin, bon, ça ne marche, on va dire, entre guillemets, entre gros guillemets, ça ne marche que parce qu'on est en France, quoi. Parce que franchement, autrement, le système aurait déjà sauté depuis longtemps. Ben, c'est ce que m'avait dit un jour Milton Friedman, buvons un coup, que j'aimais beaucoup. Il avait dit, quand je regarde la France, l'économie française, je ne comprends pas pourquoi elle marche encore. Ouais. Parce que normalement, elle ne devrait pas. Ouais. Et je lui avais dit, c'est parce que à l'époque, c'était il y a 20-30 ans, je lui avais dit, c'est parce qu'il y a en France des espèces de moines soldats, les gars qui avaient fait corps des mines, etc., qui étaient les autour de De Gaulle et tout, qui travaillent pour 1/10 de ce qui serait payé ailleurs pour maintenir la France là où elle est. Absolument. Mais c'est fini. Ouais. Oui, bien sûr, c'est en train de se terminer. Les plus jeunes, ils n'ont pas cette mentalité-là. Et d'ailleurs, je les comprends, parce que honnêtement, c'est se faire voler par son propre État, quoi. Non seulement ça, mais autrefois, vous aviez, quand vous étiez un Guillaumin, vous étiez honoré, entouré de l'estime de tout le monde. Tandis que, vous voyez, l'inspecteur des finances qui a foutu en l'air 2 ou 3 banques et tout, il a gagné beaucoup d'argent pour lui, mais il n'est pas entouré de l'estime de tout le monde, quoi. Non, effectivement. On ne respecte plus le haut fonctionnaire français. Moi, je dis toujours du mal des fonctionnaires, vous me direz, mais c'est pas vrai, il y a des tas de fonctionnaires qui travaillent très bien, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que la classe supérieure des fonctionnaires, pour la première fois dans l'histoire de France, depuis 30 ans de Mitterrand, est devenue corrompue. C'est la première fois que les gens qui dévouaient leur vie à la France, que j'appelais les mois-soldats, sont devenus corrompus. Et ça, c'est une innovation totale. Les hommes politiques étaient toujours corrompus, ça, c'est normal. C'est normal. Déjà, même quand ils ne sont pas corrompus par l'argent ou par des intérêts, ils sont déjà corrompus par des idées à la con. Donc. Ils peuvent débarquer, et puis il faut être élu, tout ça. Mais les hauts fonctionnaires, si vous voulez, autrefois, c'était une espèce de... Vraiment, on les considérait partout avec... Et aujourd'hui, ils reçoivent des tomates, quoi. Donc, vous n'imaginez pas l'effondrement dans du prestige du haut fonctionnaire. Bien sûr. Dans les 30 dernières années, ça a été pour moi une surprise énorme. Ouais. Parce qu'il y avait des tas de gars c'était un peu comme dans l'armée, si vous voulez, vous gagnez pas un rond, mais vous étiez considéré, quand vous preniez votre retraite dans le village en Provence, tout le monde avait le chapeau en vous voyant, quoi. Ouais. Ah non, aujourd'hui, oui, vous recevez des tomates, comme vous dites. Ouais. Et vous les méritez. C'est souvent mérité. Pas toujours, mais c'est souvent mérité. C'est vrai. Il y a un autre phénomène dont je voudrais parler, qui, encore une fois, ne concerne pas tous les retraités, loin de là, mais c'est une surconcentration de patrimoine qu'on n'observait pas il y a quelques décennies. C'est normal d'avoir son petit pavillon ou autre quand on est retraité, mais il y a une concentration de patrimoine qui a été largement accélérée notamment par le retardement de l'héritage. C'est-à-dire que, fort heureusement, aujourd'hui, nous vivons plus longtemps et on peut voir ses parents plus longtemps, on peut voir ses grands-parents plus longtemps. Voilà,
c'est un vrai bonheur. J'ai pas hâte que ça s'arrête. Mais tout ça a pour conséquence qu'on hérite vers 55, 60 ans, parfois 65 ans. En fait, il y a des retraités qui héritent de retraités. C'est-à-dire quand ils n'ont pas vraiment besoin d'hériter à cet âge-là. Alors qu'autrefois, on héritait vers 35, 40, 45, 50 ans, allez. Et donc, on hérite quand on est à la retraite. Et cela a pour conséquence que les plus de 60 ans, qui représentent donc 25% de la population française, détiennent 60% du patrimoine immobilier et 60% du patrimoine financier. 60, 60, 60. C'est normal. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Mais la solution à ça n'est pas très difficile. Il suffit simplement de dire, si vous claquez avec tous vos biens, vos enfants paieront des grosses, donc ils seront pénalisés, mais si vous les donnez avant, ils peuvent les donner. Il y a déjà quelques législations dans ce sens-là, mais pour l'instant, la législation la plus efficace, c'est celle que l'Italie a passée il y a quelque temps, en disant, venez chez moi, payez 200 000 € par an, et il n'y a pas de droit de succession. Ouais. Donc on voit très bien que vous avez maintenant toute une série de gens fortunés qui se barrent en Italie du Nord. Vous savez, vivre dans la région des Grands Lacs, c'est pas l'enfer. Hein. Non, ça va. Il y a pire. Autour de Milan, tout ça, c'est plutôt sympathique. Hein. La bouffe est bonne, vous n'êtes pas loin de la France, vous pouvez y aller facilement, vous passez le tunnel, vous y êtes. Et eux, ils ont décidé qu'ils pouvaient donner leur argent à leurs enfants, si leurs enfants viennent en Italie aussi, sans rien payer. Ouais. Oui, effectivement, il faut faciliter la transmission avant le décès, parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, surtout quand on meurt à 85 ans. Maintenant, j'espère qu'on va continuer à mourir le plus tard possible. C'est un peu dommage d'attendre la mort d'un proche, d'un parent, pour récolter tout ce qui a été accumulé pendant toute une vie. En plus de ça, ça crée des querelles. Vies, hein. Ou d'autres vies, oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi l'héritage des générations d'avant, en plus de ça. Parce qu'on hérite parfois de... Il y a les maisons de famille, il y a tout ça. Et tout ça, c'est-à-dire, c'est ce que disait l'associé de Warren Buffett, qui est mort maintenant. Il disait Charlie Munger, il disait, montrez-moi l'incitation et je vous montrerai le résultat. Et là, vous voyez les incitations, c'est les incitations à l'échec, les incitations à la thésaurisation, les incitations... Donc, vous dites, mais c'est pas possible d'avoir un système aussi con, quoi. Ouais, tout à fait. Et tout ça dans un délire pour essayer que tout le monde soit égal aujourd'hui. Mais vous pensez... Ce que disait Solzhenitsyn, c'est un monde dans lequel tout le monde est libre ne peut pas être égal, et un monde dans lequel tout le monde est égal ne peut pas être libre. Donc, la France, depuis toujours, choisit contre la liberté. Et ça vient aussi d'une perception initiale, je pense, qui était très en vogue chez les socialistes dans les années 80, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais je pense que c'est à ce moment-là que ça a vraiment pris d'assaut la mentalité de l'État. C'est l'idée que l'économie est un jeu à somme nulle, et que, somme toute, en fait, il ne s'agit pas de créer de la valeur, mais il s'agit de la répartir. On a un stock de valeur, en quelque sorte, on n'en crée plus. Alors la question, c'est qui va avoir quelle part du gâteau ? La question, c'est pas tellement qui va avoir quelle part du gâteau, il faut laisser le gâteau grossir le plus possible, et si jamais il y en a un qui arrive à se débrouiller pour avoir une part énorme, eh ben il y arrive, et puis point à la ligne. Peut-être il peut en laisser une petite partie, 15%, 20%, mais on va pas commencer à le taxer jusqu'à 60-70% pour le plaisir des autres qui ont rien foutu et qui doivent avoir quand même une part du gâteau, quoi. C'est cette mentalité à la base qui c'est une mentalité à la base qu'on retrouve quand j'ai entendu M. Mélenchon dire que si M. Arnault avait des centaines de milliards d'euros, c'est qu'il les avait pris à quelqu'un. Ouais. Mais non, couillon, sans M. Arnault, il n'y aurait pas eu ces 500 milliards d'euros. Bien sûr, absolument. Et donc, tout le monde aurait été plus pauvre. Ouais. Mais donc, il n'y a que deux possibilités. Ou M. Mélenchon, quand il dit ça, croit qu'il les a pris à quelqu'un, ça bouffe, c'est un gros con. Ou il sait qu'il les a pas pris à quelqu'un, il le dit de façon à avoir de l'influence sur l'électorat, et ça, c'est pire qu'un con, c'est un salaud. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, quand j'étais jeune, on disait on ne peut pas être communiste, honnête et intelligent. On peut être 2 sur 3, mais jamais 3 sur 3. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que vous ne pouvez pas être politicien, honnête et intelligent, quoi. Ouais, c'est vrai. Vous arrivez, ou vous êtes honnête,
Et il y a un type en France qui dit à peu près ce qu'on dit, c'est Lisnard. Bon, il est très bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais tous les autres politiciens mentent. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir. Ces chiffres-là, on sait bien qu'ils les ont. Bien sûr. Donc ils mentent. Et ils mentent de façon à arriver à un résultat pour être élu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la démocratie directe. C'est parce que si on avait la démocratie directe, si les gens votaient comme des cons, au moins ils en seraient responsables. Parce que je trouvais le plus extraordinaire dans l'histoire de Bayrou, c'est qu'il nous a dit c'est parce que vous le vouliez qu'on a dépensé ce pognon. Oui, alors c'est vrai, il a dit ça, il a dit c'est les Français qui ont dépensé cet argent. Alors là, je suis quand même en gros désaccord parce que personne n'a voté cela dans la population, je veux dire. Mais non, mais on a voté pour des gars qui l'ont fait. Oui, on a voté pour des gars qui l'ont fait. Donc il dit, si vous avez voté pour nous, vous saviez qu'on allait le faire, et puis, donc c'est vous le responsable. Et puis de toute façon, vous auriez voté pour les mecs d'en face, ça aurait été pareil. Enfin voilà. C'est la même chose de dire, si on avait demandé, on avait fait un référendum sur Pétain en 1941, il aurait fait 90% de oui, quoi. Oui. Et donc, c'est pas le rôle d'un politicien, c'est pas de faire ce que veut l'électorat, c'est d'expliquer à l'électorat que ce que l'électorat veut n'est pas possible et qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres solutions. Donc, si vous voulez, tout dans ce qu'a dit Bayrou est un concentré de lâcheté. Oui, effectivement. Et Bayrou connaît le problème de notre déficit, de notre dette, le problème du système de retraite. Il le sait depuis les années 90, si ce n'est avant, mais en tout cas, on retrouve des déclarations de lui, déjà dans les années 90, qui parlent de ces problématiques-là. Il le sait depuis des années, il en parle depuis des années, il en avait fait sa campagne. Toujours pour le budget. Mais il vote quand même toujours, et c'est à la veille de se barrer qu'il fait en quelque sorte un seppuku pour... Si je devais, absolument, mais je ne crois pas que c'est un seppuku. Il a dû avoir les vrais chiffres de l'endettement français pendant qu'il était au Premier ministre, et il s'est dit, mais attendez une seconde, il faut que je sorte de là avant que ça pète, de façon à ce que je ne reste pas dans les livres d'histoire. Le gars, il est sorti avant, quoi. Oui, c'est ça. Il sort avant en disant 2-3 déclarations choc, comme ça, hop, j'ai fait mon devoir. Donc, c'est pas moi, Dieu reconnaîtra les siens. C'est le coup de la patate chaude, quoi. Donc, il est en train de passer la patate chaude parce qu'il sait que la politique qu'il a suivie depuis 40 ans va sauter. C'est ça. C'est celui qui réchauffe un peu la patate juste avant qu'elle devienne vraiment brûlante. Il la file au gars d'à côté. Je sais pas qui sera le gars d'à côté, mais j'espère que les gars du RN ne seront pas assez cons pour y aller, mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, mais vous voyez, c'est une étude passionnante que vous avez faite là, parce que vous voyez vraiment le drame qu'a été la démocratie représentative. C'est-à-dire que moi, j'en ai connu tout un tas, des hommes qui avaient été élus, certains sont devenus ministres, etc. Vous aviez un truc qui me fascinait, c'est qu'ils ne votaient pas en fonction de leurs convictions, ils en avaient assez peu, ils votaient en fonction de ce qu'ils pensaient que l'électorat voulait d'eux. Oui. Et ce qui est souvent à côté de la plaque, d'ailleurs. En plus, ils méprisaient l'électorat. Tout à fait. Ils pensent que l'électorat veut quelque chose, alors qu'en fait, globalement, c'est plutôt l'idée qu'ils se font de l'électorat qui est très basse. Qui est très basse et qui a un énorme prisme par les journalistes et les autres politiciens. Du coup, il y a un peu un effet. Si les journalistes pensent que, c'est que forcément la population pense que, et donc pour plaire à la population, je dois plaire aux journalistes. Pas du tout. Je dois plaire aux journalistes. Donc, en fait, on retrouve encore la phrase de Paul Gidin, vous savez, ils savent que nous mentons. Nous savons qu'ils savent. Et donc, c'est pour ça que la démocratie est devenue un jeu d'ombre en France. C'est parce que les hommes au pouvoir ont fait une espèce d'image qu'ils ont du peuple qui est basse. Ils proposent des choses basses. Et ensuite, ils disent, regardez, le peuple veut des choses basses. C'est ce qu'a dit Bayrou. Mais Bayrou, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a fait 7%, je crois. La dernière fois, déjà à la dernière élection, il n'a pas pu se présenter, ou en tout cas il n'a pas voulu, je crois qu'il n'a pas pu. Et à l'élection d'avant, en 2017, il s'était carapaté pour laisser Macron prendre la place. C'est celui qui a fait élire Macron. Et à celle d'avant, il a dû faire 10%. Et en 2007, il avait fait un gros chiffre, mais c'était assez exceptionnel, quoi. Mais je crois qu'il avait fait quelque chose de l'ordre de 18%, quelque chose comme ça. Donc ces gens-là qui... Alors que vous voyez quelqu'un sur lequel j'ai vécu, comme Mme Thatcher,
qui disait, bon, ben, le socialisme, ça reste toujours quand il n'y a plus l'argent des autres, quoi, vous voyez, donc il disait les choses vraiment durement et tout. Elle a été réélue 3 fois. Ouais. Et il faut rappeler, parce que c'est pas évident pour tout le monde, mais la Grande-Bretagne des années fin 60 et 70, était en faillite. C'était une faillite, c'était un socialisme, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Moi, quand je suis arrivé à Londres en 80, c'était Varsovie, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien à bouffer. Mais c'était étonnant, quoi. Puis maintenant, alors maintenant, ils vont replonger à nouveau, parce qu'ils ont à nouveau pas mal d'années socialistes. Donc, encore une fois, la démocratie représentative est arrivée à un système où vous avez une classe dirigeante qui s'est autoproclamée, on ne peut pas virer, qui a une vision profondément négative du peuple et qui suit des politiques basses en pensant que le peuple est bas. Ouais. Je trouve ça horrible. Ouais. Et en fait, ça incite aussi le peuple à voter pour des choses basses, parce qu'on se dit, on a des représentants. Il y en a plus que 50% qui vont voter. Oui, en plus de ça, oui. Ouais. Il y a les gars qui touchent les passagers clandestins, ils vont tous voter. Mais les gars qui bossent... Ouais. Donc, mais d'ailleurs, pour revenir sur les boomers, ils ont un pouvoir politique aussi assez démesuré en matière d'électorat. Et ça, je n'ai pas vraiment de solution contre. Hein. D'ailleurs, c'est pas forcément une mauvaise chose, si tant est qu'ils arrêtaient de vouloir voter Mitterrand même en 2025. Mais enfin, ils représentent 35% du... Vous savez, quand Mitterrand est mort, ça a été une explosion de désespoir en France. Et il y avait Santini, qui était assez drôle, qui avait dit... je me demande si on n'a fait pas un peu trop pour Mitterrand. On n'en a pas fait autant pour Giscard, qui vivait toujours. Je vais te dire, il est salaud celui-là. C'est extrêmement drôle. C'est pas mal. Donc voilà, mais je trouve que c'était un exercice très intéressant ce que vous avez fait, parce que ça montre en coupé comme ça toutes les faiblesses de notre système politique. Voilà, toutes les faiblesses de notre système, toutes les différences entre, on va dire, les privilèges générationnels que cette génération a pu avoir. C'est-à-dire qu'elle a eu un meilleur niveau de vie que ses aînés et elle garde un meilleur niveau de vie en tant que retraitée que ses enfants. Et donc, c'est pas vraiment encore une fois, pour stigmatiser toute une génération. Il y a plein de gens très bien dans cette génération et d'ailleurs, de temps en temps, ils ne votent pas si mal que ça leur arrive. Mais... voilà, il y a quand même des grosses différences. Je tenais à en informer la population de cette chaîne YouTube. Donc ça ne sert à rien de m'insulter en commentaire pour me dire il est con ce jeune. Mais il est con ce jeune, mais surtout quand vous regardez le premier graphique que vous avez montré avec l'écroulement, etc., ce qui va se passer, c'est que arrivera un moment où les gars qui travaillent continueront à être payés et eux ne le seront plus. Bah, en fait, c'est parce qu'on ne pourra pas payer là. Oui, on ne va pas augmenter le taux de cotisation à 35, 40, 45%. C'est juste pas possible. En fait. Donc ça veut dire qu'à un moment, leur niveau de vie va baisser très profondément. Bien sûr, bien sûr. Bah, ils auront évité la baisse pendant très longtemps, puis d'un seul coup, ils vont prendre une énorme claque. Ouais, tout à fait. Et ça arrive dans les prochaines années. Automatiquement. Voilà, le rapport de niveau de vie. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, le surplus, il est payé uniquement par la dette. Donc, c'est soit on continue à s'endetter toujours plus. Et d'ailleurs, actuellement, c'est un peu le plan, mais ça ne va pas pouvoir. Mais le service de la dette fait qu'il monte tellement vite qu'il y aura de plus en plus qui ira au service de la dette, c'est-à-dire au Qatar, qui paiera avec ça M. Villepin parce qu'il en a besoin. Effectivement, pour sa campagne prochaine. Pour sa campagne prochaine. Et de l'autre côté, il en arrivera de moins en moins. Ouais. C'est-à-dire que la dette, maintenant, elle fait la fortune du Qatar et elle appauvrit les Français. Voilà, tout à fait. Donc on est coincé. Voilà, on est coincé. On a décrit ce phénomène maintes fois, le phénomène de trappe à dette, où la dette grandit plus vite que l'économie. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on essaye de rogner sur quelques trucs dans le budget, si tant est que ce soit fait, c'est à chaque fois c'est jamais sur des dépenses de retraite par exemple, c'est toujours sur des dépenses de recherche, ce genre de choses où parfois il arrive qu'on trouve un truc et peut-être ça peut servir dans l'avenir. Parfois l'État dépense, quand c'est dans les années 60, ça arrive que l'État dépense pour créer des centrales nucléaires, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais là en l'occurrence c'est des dépenses essentiellement des transferts sociaux en fait. Et du coup là-dessus c'est vraiment Vous savez, quand j'étais dans ma business school aux États-Unis, il y a un professeur qui s'était amusé à un jeu avec nous qui m'avait beaucoup surpris, mais ça marchait très bien. Il nous donnait de plus en plus de travail. Vous savez, la charge de travail augmentait. Et quand la charge de travail augmente,
à ce moment-là, on fait en priorité le travail de routine, les trucs qui n'ont pas de l'importance, et on laisse les trucs importants pour le... Ah ouais. Et c'est ce qu'ils font. Donc, si vous voulez, si vous avez plus de pognon, vous n'allez pas couper en premier la haute autorité, je ne sais pas quoi. Vous allez couper en premier les crédits de recherche pour l'énergie atomique ou le Super Phénix. Exactement. Ça, c'est intelligent, ça. Donc, vous allez liquider en premier les trucs à long terme pour favoriser les trucs à court terme. Et c'est ce qu'ils font sans arrêt. Absolument. C'est monstrueux. Donc, on est gouverné par des crapules qui vous méprisent. Continuez à voter pour eux. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Je crois que j'ai même pas encore évoqué tout ce que je prévoyais d'évoquer, mais ça fait déjà 1 heure quand même bien complète pour vous parler de ce sujet. J'espère que à la fin tout le monde arrive à peu près à... De toute façon, vous aurez le texte. De toute façon, oui, je vous donnerai le texte. D'ailleurs, je mettrai, tiens, pour les abonnés de l'Université de l'Épargne. Voilà. Aussi. Si jamais vous voulez absolument voir le texte, vous inscrivez sur l'Université de l'Épargne, dont on met le lien à chaque fois en commentaire, en description de la vidéo. Et je mettrai le PDF pour eux, parce que, ma foi, c'était quand même un petit peu de travail. J'ai fait une petite dizaine de pages, quelque chose comme ça. Un rapport relativement complet, pas forcément complet, mais enfin quand même assez généraliste, sur la question des retraites et les différences. Mais posez-vous la question, ces gens-là sont au courant, on fait le contraire de ce qu'il fallait, et vous continuez à voter pour eux? C'est à partir de quel moment vous décidez que vous êtes idiot? Qu'on vous prend pour des idiots. Oui. À partir d'un certain moment, vous faites quand même un peu partie du problème, quoi. À partir du moment où vous votez comme des idiots, vous êtes le problème. Si vous avez voté Mitterrand 3 fois, je suis désolé de vous le dire, mais enfin, vous faites un peu partie du problème. J'espère que vous êtes repenti depuis longtemps. Mais enfin bon, voilà. Ma foi, on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut, pardon. Et parfois, à 60 ans, on n'assume pas toujours ce qu'on a été à 20 ans ou à 30 ans. Mais enfin, voilà. J'espère qu'on arrive quand même à peu près sur la même longueur d'onde aujourd'hui en 2025, qu'on constate tous le même problème et que on a tous un petit peu envie de se serrer les coudes et puis de se remonter les manches pour régler ces problèmes pour notre pays, parce que ce pays a un potentiel absolument gigantesque. Il a une population absolument géniale. Dès qu'on voit des Français à l'étranger, ils font tous des boulots de dingue. Quand on voit les types qui font de la finance à Hong Kong ou à Londres, quand on voit les types qui font de l'immobilier à Miami ou à Los Angeles et autres, à chaque fois on voit énormément de hordes de Français qui ont tous d'ailleurs vécu en France et qui ont tous eu le même raisonnement, à savoir que on ne peut pas, ou en tout cas c'est extrêmement difficile d'acquérir un certain niveau de vie qu'on estime mérité par rapport à son travail en France, et donc on va à l'étranger. Donc tout cet argent, il n'est pas produit en France, il n'est pas dépensé en France derrière, et donc c'est un manque à gagner qui est absolument énorme. Et il faut remédier à cela. Tous ces Français, ils ont fondamentalement envie de revenir en France, je pense en tout cas, mais sous les bonnes conditions. Donc il faut essayer de revenir à ces conditions-là. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, et Charles Gave ici présent. On est très content de revenir pour l'Institut des Libertés et pour l'Université de l'Épargne pour cette nouvelle année. On est en forme, voilà. Donc encore une fois... pour vous. Moi j'ai un an de plus. Mais vous êtes en forme olympique. Ça se m'écroule, moi. Mais non. Donc, on vous remercie encore une énième fois et on vous dit à la semaine prochaine, donc, pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.